toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, docteur Claude Raogo, facilitateur général, de m'introduire. Je suis très reconnaissant et très honoré et je tiens à remercier les éminentes autorités de l'Église catholique burkinabé, auprès desquelles l'Institut Free Afrique a toujours eu une oreille attentive pour nos différents cas, pour les résultats de nos différents cas. Je pense qu'il faut saluer la tenue de ce forum qui porte sur une problématique majeure, ça a été dit. Il faut ajouter que c'est une problématique indépassable. Elle est indépassable, cette problématique, pas seulement pour les enjeux de paix et de cohésion sociale, mais aussi pour les défis du développement. C'est ça que je veux essayer de montrer. Il aurait pu y avoir une autre personne à ma place ici pour faire la conférence inaugurale, c'est ce que j'avais suggéré. Mais bon, j'ai fini par accepter sur l'insistance de la Commission épiscopale de justice et paix, parce que cette question me tient à cœur à l'Institut Free Afrique, mais aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'audience qui m'ont appris beaucoup de choses sur ces questions foncières. Je ne sais pas si Maître Bruno Fakou Ouattara est là, il fait partie de ceux qui nous ont instruits sur cette question depuis plusieurs années qu'on s'intéresse à cette question. Alors, qu'est-ce qu'une conférence inaugurale? Une conférence inaugurale a des attentes et il y a des choses qu'il ne faut pas attendre d'elle. Ce qu'il ne faut pas attendre d'une conférence inaugurale, c'est les détails, c'est les questions spécifiques. Par contre, ce qu'on peut en espérer, c'est de camper les décors et d'indiquer les grandes thématiques, les grands problèmes, les grands défis, et de faire quelques observations majeures et vraiment introductives qui peuvent être débattues, discutées, réfutées ou acceptées dans les panels qui vont suivre, où ça va être les lieux de discuter en détail ces questions. Alors, j'ai choisi de parler des défis de stabilité sociopolitique et des enjeux de stabilité sociopolitique et des défis de développement économique en lien avec la problématique foncière. Et je vais dire trois choses. La première, c'est de faire un bref état de lieu de la gouvernance foncière dans notre pays. La deuxième, c'est d'indiquer les enjeux de stabilité sociopolitique et le défi économique, le développement économique qui est posé par cette problématique foncière. Et troisièmement, de discuter avec vous quelques pistes de recommandation qui doivent être des sujets, donc des idées discutées par le fond. Alors, première chose donc, la gouvernance foncière dans notre pays. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un grand attachement pour l'histoire, donc j'aime toujours les regarder en perspective historique. Et qui nous dit la perspective historique sur les questions foncières dans notre pays? Voici ce qu'elle nous dit. Qu'avant la colonisation, nous avions nos propres modalités de gouvernement du foncier, de la terre, de l'allocation de la terre, et que ces modalités nous ont permis de construire des sociétés de grand humanisme. Nous ont permis aussi, on nous dit peu, de construire des villes avant la colonisation. Les Africains ont le malheur de croire cette chose fausse, que la ville est arrivée avec les colons. C'est faux. Je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais je tiens à dire que donc, la gouvernance foncière a autorisé aussi le développement de villes importantes. Et des villes dont certains n'avaient aucun complexe avec d'autres villes ailleurs dans le monde. Si cela vous intéresse, on pourra en discuter dans les échanges. Au début du siècle du XXe, le projet colonial qui a conquis le continent africain, en particulier l'Afrique noire, développe des stratégies pour sécuriser ses possessions foncières, pour s'allouer de la terre. Et ces stratégies commencent par ce qu'on appelle l'immatriculation foncière. L'immatriculation foncière, c'est la première institution de gouvernance foncière qui consiste pour le colon à dire voici par ce droit, je m'attribue cette terre, je m'attribue ci, je m'attribue ça. Cette immatriculation foncière va avoir des suites. Une première suite, c'est d'abord l'impôt de capitation. L'impôt de capitation, c'est l'affreux impôt qui était payé par tête dans la période coloniale, qui fait que certaines populations, pour payer l'impôt,
ont commencé à vendre de la terre, même si le marché était très étroit à l'époque. Et troisièmement, les anciens combattants de retour de la Seconde Guerre mondiale, certains ont amené des ressources et avaient un pouvoir d'achat plus important que d'autres et en conséquence ont aussi investi dans la terre. C'est comme ça que les marchés fonciers commencent et qu'après la période coloniale, nous avons une situation dans laquelle, on va dire, pour aller vite, les premières décennies sont des décennies de collectivisation de la terre. En d'autres termes, c'est des projets qui consistent à l'État, pour l'État à s'allouer la terre ou à la décréter bien nationale, ou en tout cas à ne pas donner la priorité à la privatisation systématique de la terre. Ces politiques post-coloniales, pour ce qui concerne notre pays, connaissent une rupture fondamentale en 1991 avec les politiques de libéralisation. Les politiques de libéralisation, c'est d'abord une libération économique où on considère que le secteur privé et le marché sont des institutions fondamentales dans la régulation de l'économie et en conséquence la privatisation des sociétés publiques, le rôle important assigné au secteur privé, ainsi de suite, qui n'épargne donc pas la question foncière, la question fondamentale du foncier. La deuxième libéralisation et les politiques, c'est la décentralisation qu'on commence chez nous donc avec des élections de conseils municipaux, donc de élus locaux qui ont désormais en charge les prérogatives foncières, très importantes. Et puis, on peut imaginer un autre moment d'accélération de ce marché foncier privatisé, c'est les politiques d'agro-business, qui ont été une politique claire, publique, des responsables politiques sont allés avec des hélicoptères à la télévision pour montrer qu'il fallait désormais qu'on ait de très grandes exploitations dans notre pays. C'était des politiques qui ont alimenté ce marché foncier. Cette libéralisation et cette politique d'agro-business se tiennent dans un contexte qui est marqué par plusieurs phénomènes qui sont importants. Et c'est pour cela que j'ai souligné ici quelques graphiques. Le premier, c'est celui-là. C'est le recul des zones humides dans notre pays. Regardez ici, la courbe en noir, c'est les zones de précipitation sur la période 1951 à 80. En rouge, ce sont les zones de précipitation de 1960 à 80. Et en bleu, c'est de 71 à 2000. Vous voyez donc que pour les zones qui avaient une précipitation de 1000, donc la pluviométrie de 1000 mm par an, ces zones ont reculé comme si, voici toutes ces zones qui étaient conservées, de décennie en décennie, elles ont reculé pour ce recul casse. Il en va de même pour les zones qui avaient 800 et pour les zones qui avaient 600. Cette carte me permet de le montrer de manière plus nette. Vous avez ici le recul des zones climatiques. En d'autres termes, ça c'était la zone la plus humide dans notre pays. Regardez en gros en 30 ans ce qu'elle est devenue. Et regardez la zone la plus sèche, regardez en 30 ans ce qu'elle est devenue. Un premier phénomène donc majeur, c'est la dégradation des sols. Ce sont les changements climatiques qui font que la ressource foncière et environnementale se réduise. Pourquoi? Parce que précisément les sols dégradés n'intéressent plus grand monde. Et d'autant que cela arrive dans un moment d'accélération de la démographie, un croix démographique majeur. Dans notre pays, en 25 ans, la population est multipliée par 2. Et donc, vous savez voir ici, la population de la Porte-Vental, en 1960, qui était au moins de 5 millions d'habitants, et aujourd'hui, nous sommes à plus de 21 millions, à près de 21 millions d'habitants. Donc, vous avez un quadruplement de la population multipliée par 4 depuis les indépendances. Ce n'est pas seulement la population humaine, mais le cheptel également. En d'autres termes, la population devient multipliée par 2 en 35 ans dans notre pays. Ce n'est pas suffisant pour nous nourrir tous. Mais ça a un impact sur la demande de zones pastorales. Et pour les ouvriers, ça va plus vite encore. Donc c'est une concurrence qui est alimentée entre plusieurs activités agricoles, pastorales, mais aussi économiques, minières, mais aussi socio-communautaires, les écoles, la santé, le sport, les lieux de culte. Chacune, les zones de concession de chasse, les promoteurs immobiliers, l'agro-business, chacune de ces activités économiques ou socio-communautaires veut de la terre. Parce qu'en définitive, l'activité humaine s'organise essentiellement à partir de la terre. Comme support la terre. Dans un moment où, dans votre pays, quand vous avez de l'argent, quand vous avez le bonheur d'en avoir un peu, on ne sait pas en gros quoi faire d'autre, sinon mettre dans la terre. Pourquoi? Parce que
on a une situation dans laquelle les marchés financiers sont peu développés, on a une situation dans laquelle l'entreprise privée elle-même n'est pas aussi soutenue que cela, et en conséquence, l'incitation c'est de mettre à la terre parce qu'on lui dit chez nous la terre est morte. Donc nous sommes dans une situation où même notre population urbaine, l'urbanisation s'accélère. La population urbaine est doublée en 14 ans. Le nombre de personnes qui vivent en ville dans notre pays en 14 ans, ça double. À Ouagadougou, c'est en 10 ans que ça double. À Bobo, c'est en 7 ans que ça double, en termes de population. Ça montre tout de suite donc les enjeux des besoins de la terre. Et en conséquence, la gouvernance foncière organise une législation pour encadrer tous ces besoins, pour essayer d'imaginer une allocation du foncier, une allocation foncière qui soit optimale, même si elle n'est pas optimale, en tout cas qui puisse permettre aux différents usages, aux différentes demandes légitimes d'avoir chacune de ces demandes son open. La loi est en gros bonne, parce que la loi a été bonifiée dans notre pays, la loi foncière, la réglementation foncière va dire, sur les 30 dernières années, elle s'est améliorée d'année en année. Il y a encore des choses à faire. Mais ça n'est pas dans la loi qui a le plus gros défi. Le problème fondamental, c'est que cette loi n'est appliquée, elle n'est majoritairement pas appliquée. Elle est contournée, elle est détournée, elle est ignorée. Parce que nous n'avons pas un véritable état civil foncier. Le cadastre foncier, nous n'en avons pas. On reviendra là-dessus. Enfin, nous n'avons pas non plus une fiscalité foncière, précisément parce qu'on n'a pas de cadastre aussi. Et en conséquence, comme il n'y a pas de fiscalité foncière, on n'a pas d'instrument pour limiter la spéculation foncière et en conséquence, toutes les demandes se jettent dans cette spéculation. Un mouvement majeur de la dérive de la gouvernance foncière chez nous, ça a été la décentralisation. Les élus locaux ont géré de façon catastrophique la question foncière et ont créé des problèmes jamais créés sur cette question dans notre pays, avec des lotissements irréguliers, illégaux, avec des spoliations de terres, des prédations de patrimoine, des détournements de patrimoine public, si bien qu'on a un énorme contentieux foncier national que nous avons appelé la bombe foncière dans le rapport de 2015. Cette bombe foncière a connu un développement accéléré les récentes années avec la criminalité immobilière. Qu'est-ce que ça veut dire? À savoir que le dévoiement complet des politiques de lotissement a été comme organisé pour permettre l'émergence d'entreprises quasi criminelles en matière foncière. De sorte que nous avons une situation dans laquelle, dans notre pays aujourd'hui, on a une expansion illégale, incontrôlée, ingérable de la vie, et que nous avons une situation incroyable dans laquelle l'autorité politique et administrative fait des communiqués pour dire dans la telle commune de Ouagadougou, il y a des sociétés immobilières qui sont illégales. N'écoutez pas leurs paroles, n'allez pas acheter la voiture, vous le faites à vos propres, à votre détriment. Une situation ubiesque. Une autorité politique administrative qui constate une violation de la loi, sa première mission est de la faire respecter, cette loi. Ce n'est pas d'alerter, pas de communiquer, ce n'est pas de faire la sensibilisation là-dessus. Et en conséquence, ces messieurs ont continué à le faire. D'autant que l'arrêt de lotissement, la suspension des lotissements, quand on analyse rétrospectivement, c'est comme si on a désarmé la légalité pour que l'illégalité prospère. C'est pour ça que je me pose des questions. Quelle est la suite de la suspension des mesures, des demandes d'autorisation en matière immobilière? Quelle est la suite? Ceux qui sont dans l'illégalité ne sont pas concernés. Ils sont dans l'illégalité, ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, donc ils continuent à travailler. Ça frappe qui? Ça frappe les rares messieurs qui existent, les rares entreprises qui existent, qui sont dans les couloirs des ministères depuis des années et qui veulent faire normalement et légalement leur travail. Nous avons une gouvernance foncière qui a été complètement pervertie et qui a installé la criminalité foncière et immobilière de façon systématique dans notre pays. Aux yeux et au vu de tous, on n'a pas besoin de dépiloter davantage. Je veux juste, pour ceux qui ont perdu en mémoire quelques rapports passés, rappeler qu'à la page 11 du rapport
parlementaire, la commission parlementaire sur le foncier, il est écrit ceci. Des morcellements de la bande verte de Ouagadougou. C'est le rapport qui dit, ce sont des députés, y compris des députés dans une assemblée nationale qui comportait l'actuel ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Donc, ils sont très bien informés, c'est ce que je veux dire. À la page 23, il est dit des morcellements d'espace verts et des réserves administratives sans autorisation. Ce sont nos élus qui l'ont constaté. En 2016, il est également dit à cette page, la commission a révélé 2 cas spécifiques de lotissement effectués par la SOCOGI dans des conditions peu orthodoxes. Il s'agit en l'occurrence du site de la SOCOGI de Yagma dans l'ex-arrondissement de Signoria et du site de Nyoko 2 dans l'arrondissement de Nongmasson. Pour les 2 sites, la SOCOGI devait, après avoir obtenu la commission provisoire, signer les maires de Nongmasson et de Signoria, qu'elle n'a pas reçu. Avoir payé la somme de 10 milliards 162 millions 800 000 qu'elle n'a donc pas payé. À la page 24, il y est écrit les services du cadastre et des travaux fonciers, ainsi que les services de l'urbanisme et de l'habitat, ont effectué des morcellements de réserves administratives à grande échelle, en parcelles à usage d'habitation. Il est écrit à cette même page 24, les réserves administratives ont été attribuées à des propriétés, à des structures privées, sans un déclassement payable. C'est illégal. À la page 26, on parle des attributions de parcelles faites en dehors d'une commission. C'est le cas de la mairie de Bouliougou. On parle des attributions faites par la mairie dans le ressort territorial d'une autre mairie. C'est à Bobo. On parle des attributions faites en guise de récompense à des amis politiques ou sur les bases des délais partisans. Ce n'est pas un rapport de l'Assemblée européenne. Ce sont nos élus qui l'ont écrit. En 2016, ça a été publié. C'est sur Internet. L'attribution de parcelles aux membres de commission d'attribution et aux autorités administratives, ça s'appelle des conflits d'intérêts et des délits d'initiés. Le retrait, la commission recommande de retirer, à la page 28, 535 parcelles dont ont bénéficié M. Zorolé Mousseni, ex-DR de l'urbanisme des Hauts-Bassins, et M. Bonsa Aouna. À la même page, il est écrit le retrait de 500 parcelles irrégulièrement attribuées par le maire de la commune de Bobo à Salessa. Pas le maire de la commune de Bobo Salessa. Il est écrit à la page 29. Le retrait de 500 parcelles attribuées à l'ex-maire Pascal Oudao par le DG de la SOCOGI et Genzac. Il est écrit à la page 36. La commission a relevé de nombreuses irrégularités en dehors de la réglementation en la matière. La commission a pu relever que plus de 105 408 parcelles ont été irrégulièrement attribuées ou illégalement occupées. Le bilan, il est là. Le rapport a été fait par la deuxième institution majeure de notre pays, par le Parlement. Il est public. Avant ce rapport, il y avait le rapport de la Commission de la réconciliation des réformes, dont j'étais le rédacteur. Après ce rapport, il y a eu plusieurs rapports de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Je ne vais pas les citer ici. Je vais indiquer que tous ces rapports avaient pour principal destinataire, premier destinataire, le chef de l'État. En conséquence, que faut-il comprendre? Que nous ne sommes pas dans une situation de méconnaissance du problème. Non. Il faut se le tenir pour dire définitivement que nous ne sommes pas dans une situation de gens qui n'ont pas d'expertise. Non. Nous sommes dans une situation où la criminalité immobilière a été organisée par les autorités politiques et administratives d'abord. C'est ce que le rapport dit. Nous sommes dans une situation où on a des conflits d'intérêts évidents. Un rapport de la SE dit qu'à l'arrondissement 8, ceux qui étaient dans la commission étaient membres de la société immobilière, étaient les propriétaires de la société immobilière à qui ils ont donné l'autorisation. Un rapport de la SE dit que la mairie de Kando, le rapport de la SE dit le maire a fait un lotissement illégal. Il a dit qu'il faut destituer le maire, il faut faire des procédures judiciaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre dit au ministre de l'administration territoriale destituer le maire. Il n'est pas destitué. Pire, que se passe-t-il? Il a continué les lotissements. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui vous en informe. L'impunité a été encouragée dans une situation où l'autorité, quand elle prend la parole, révèle qu'elle sait et révèle qu'elle ne fait rien.
Quand l'autorité parle publiquement, c'est ce qu'elle nous dit. Et nous ne parlons même pas de comment on a laissé dévoyer de façon systématique. Toutes les politiques d'urbanisation dans notre pays. Les espaces verts sont sabotés. Les réserves administratives sont vendangées. Ce sont les rapports des institutions qui le disent. Et qui l'adressent aux plus hautes autorités politiques de notre pays. Dans ces conditions, on veut parler de l'habitat pour tous. Ça n'est pas possible, puisque même l'instrument important qu'est la banque de l'habitat, nous l'avons privatisé, sans cahier des charges. Et on allait créer d'autres banques qu'on ne va pas gérer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le conflit d'intérêts, nous sommes au cœur du conflit d'intérêts, parce que c'est précisément l'autorité politique qui, dans plusieurs cas, en est bénéficiaire. Observez ceci. Ceux qui croient que les plus grands propriétaires terriens du pays sont les hommes d'affaires au tort. Ce sont les autorités politiques administratives. Quand on vous dit qu'on a donné 535 parcelles à quelqu'un, vous connaissez quel homme d'affaires, comme l'homme d'affaires qu'il a. Mais si c'est un homme d'affaires qu'il a, il a besoin de ça pour faire des garanties éventuellement pour fonctionner ces entreprises. Quand c'est une autorité politique administrative qu'il a, ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien. Sinon à construire des positions illégitimes, à construire des inégalités qui mettent en jeu la stabilité socio-politique. C'est là que je vais en venir. Un pays dans lequel la concentration foncière est aussi importante et continue et s'accélère. Un pays dans lequel, deuxièmement, cette concentration est profondément illégitime et même illégale, ne peut pas avoir la stabilité durable. Ça n'est pas possible. C'est donc une banque foncière que nous avons en face de nous. Et qu'il vous souvienne qu'à l'insurrection populaire, les insurgés qui sont allés casser dans les quartiers, on en est retrouvé dans les quartiers périphériques. Ce n'est pas un hasard. C'est que précisément, le territoire est devenu tellement inégalitaire qu'on croit, et malheureusement souvent on se trompe, qu'on croit savoir où sont les corrompus et où sont les délaissés. Mais cette ambiance délétère ne construit pas la paix, ne fait pas la stabilité. Je ne parle même pas du milieu rural où la concurrence entre les pasteurs et les agriculteurs est devenue tellement proverbiale que finalement, on la colore aujourd'hui en conflit ethnique. Ce n'est pas des conflits ethniques à la base, ce sont des conflits pour avoir la ressource qui est rare, la terre. Quand vous voyez les revendications de la vie chère, le principal problème de la revendication de la vie chère, même quand ceux qui le revendiquent ne savent pas, c'est le logement, c'est pas autre chose. Le premier problème de tous à la ligne, de tout le monde, c'est le logement. Je n'ai pas dit la parcelle. Ça, c'est le développement de la politique. On a dit qu'il faut lotir et faire des parcelles. Pour faire quoi? Les parcelles, ça ne se mange pas. C'est le logement que les gens ont besoin. Et c'est le logement qui tire le développement. Ce n'est pas la parcelle. La parcellisation n'apporte rien. Elle donne des milliards induits à des criminels. Et dans ça, ce n'est pas seulement les élites politiques administratives. Il y a aussi les entrepreneurs heureux. Et ce n'est pas seulement elles. Il y a aussi les autorités coutumières. Et quand je dis pas des autorités coutumières, il y a des situations dans lesquelles ce sont d'anciennes autorités administratives qui sont converties en autorités coutumières et qui sont en plein dans la criminalité et qui vont menacer les agents de l'État, qui vont faire de la mystification, qui vont faire de l'intimidation avec les gris-gris pour les empêcher d'appliquer la loi. Ce que je veux dire, si vous êtes dans une situation, dans un pays où vous construisez des quartiers entiers et vous n'avez pas de zones industrielles, il y a des industriels qui veulent construire aujourd'hui des industries, ils n'ont pas de terre. On a fait Bagademi, on a fait ce projet, tout ce que vous voulez. On n'a pas fait des zones industrielles. Depuis combien de temps on n'en a pas fait? Qu'est-ce que c'est qu'une ville sans lieu de production? La ville est le poste avancé du développement. Le développement est notre nom, c'est l'urbanisation. Le développement, c'est pas d'abord en ville. Ça ne veut pas dire que les villages ne comptent pas. Non, les villes doivent être importantes et organiser l'économie des villages. Acheter au village, c'est comme ça que ça fonctionne. Les villes sont d'abord des lieux de production. Or, aujourd'hui, que remarquons-nous? L'une des choses les plus difficiles à avoir aujourd'hui, c'est la terre pour construire une ville. Donc nous sommes dans une situation où on a perverti complètement tout, où nos villes se sont étalées à l'envi, dans une situation où elles nous coûtent très cher. Et là où j'ai très mal au cœur, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Je connais de grands urbanistes dans notre pays qui se sont battus, qui ont donné d'eux, y compris physiquement, qui ont fait preuve de courage éthique,
physiques pour casser du Bimambri, pour faire la cité en toit, dont nous sommes fiers aujourd'hui, pour faire les 1200 logements, y compris pour faire l'aéroport de Ouagadougou. Et ces missions ont dessiné des espaces verts. J'en connais qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils voient comment leur travail est complètement changé. Nous sommes dans une situation où la ville qui devait être l'opportunité de développement, l'immobilier qui devait être le train de développement, parce que l'immobilier, ça crée de l'emploi, ça crée de la prospérité humaine. Quand vous avez un logement, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes en meilleure santé, vos enfants peuvent mieux étudier. C'est tout ça le logement. Tout ça est accaparé par une voracité foncière et par une capacité immobilière inégalée. C'est ça le constat. Que faut-il faire? Il faut se rendre compte premièrement que si nous organisons notre ville comme cela et notre foncier comme ça, nous interdisons notre développement. Nous interdisons le développement par là. Nous condamnons notre développement et en réalité nous renonçons à la civilisation. On ne peut pas gérer des pays de millions, de dizaines de millions d'habitants sans penser à des villes organisées. Nous avons eu cette ambition il y a 30 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière. Pourquoi nous ne pouvons pas faire mieux que nos pères, à tout le monde les égaler? Il faut se rendre compte qu'il y a des impasses dont il faut sortir. Il y a des illusions dont il faut se guérir. La première, c'est de croire que c'est parce qu'ils ne savent pas. Non. Ils savent. Pourquoi? Dans tous les lieux de pouvoir, il y a des criminels aujourd'hui en matière foncière et immobilière. Donc des techniciens de l'affaire. Dans nos institutions. Je dis il y a des criminels. Je ne dis pas qu'ils sont tous criminels. Et ça va être mon rôle de faire parce qu'il y a de l'alternative. Nous avons une situation dans laquelle d'autres pourraient croire que finalement on va consacrer, que finalement il faut laisser comme ça parce que la bombe est très importante. Si vous dites que la baudruche criminelle est trop grande pour qu'on la baisse, eh bien elle va continuer à s'alimenter. Il faut aussi qu'on arrête d'accepter le fait accompli. Pour dire, ah, finalement, comme ils ont ça depuis longtemps, non, 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 il faut qu'on arrête ça. Et il faut arrêter de consacrer l'antisélection. Qu'est-ce que l'antisélection? L'antisélection, c'est de dire, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au ministère de l'Humanité, c'est mon sentiment. On dit, les dossiers qui sont dans le couloir, on ne regarde plus. Mais les dossiers qui sont dans le couloir depuis des années sont des personnes honnêtes, précisément, parce qu'elles sont honnêtes et n'ont pas fait ce qu'on a le de faire. J'en connais qui ont mis 8 ans pour avoir leur dossier. Quand vous arrêtez tout ce processus et vous laissez les autres continuer à brader, à vendre, qu'est-ce que vous faites? Vous désarmez les bons pour que les mauvais aient le champ devant eux. Je ne crois pas que ce soit l'objectif. Mais en réalité, c'est l'analyse économique que j'en fais. Et il faut qu'on pense une chose. Si nous abdiquons sur l'ambition de l'urbanisation, c'est que nous avons abdiqué sur le développement. Nous avons besoin de villes intelligentes, de villes qui soient des lieux de production, de villes qui montent en verticalité. Nous avons besoin de villes qui organisent l'accès de tous de façon abordable au logement. Nous avons besoin de villes qui doivent être construites par les nôtres, par nos hommes d'affaires. On en a d'honnêtes, on en a. Qui doivent être organisées par nos administrateurs. Dans nos administrations publiques, dans nos institutions, il y a des fonctionnaires honnêtes qui font bien leur travail. Mais ce n'est pas eux qui ont effectivement le pouvoir de la mission. Et il faut considérer que l'agenda de la réconciliation, si on ne mène pas bien cet agenda, ça peut se retourner contre nous en la matière. Parce que si on doit piéger la réconciliation pour dire on se pardonne tous, que finalement tu as eu 537 parcelles, demande pardon et ça passer. Non! Elle va nous amener au Tengoum, cette réconciliation, si c'est comme ça. Et notre pays a créé des tribunaux spécialisés. Il faut aujourd'hui dédier des magistrats et des moyens à régler cette question. Sans ça, on ne va pas arrêter l'impunité. Si on n'arrête pas l'impunité, on ne désarmera pas la bombe. Il faut mettre en place un vrai registre foncier, un vrai cadastre foncier. Ce n'est pas une question d'argent, non, on pourra en discuter, c'est une question de volonté politique. La technologie et les moyens aujourd'hui sont à notre portée. Nous avons depuis 25 ans, depuis 30 ans, dépensé des centaines de millions pour des fichiers électoraux, pour juste désigner qui va vendre les parcelles. C'est ça les élections au niveau local. Mais on n'a pas été en capacité de désigner, de faire quelques dizaines de milliards, quelques milliards pour faire le registre foncier indispensable à la bonne gestion foncière, y compris à la fiscalité foncière. Il faut qu'on reprenne l'ambition sur l'urbanisation. C'est ça que le développement, ça n'est pas autre chose. Et il faut en définitive
qu'on ait une sanction politique. Parce que c'est ça le danger. C'est très facile que je sois dénoncé par l'autorité supérieure de contrôle d'État, dont le rapport a été payé par le peuple, et que le rapport a été remis au président de façon, et qu'on dise, ok, on va vous arrêter, et que vous continuez, et que la presse dit, et que vous continuez. C'est trop facile. Il faut qu'il y ait des conséquences politiques, y compris le fait de ne plus être éligible. Si ce n'est pas par là, on n'en arrivera pas. J'ai été long, voici ce que je vais dire en résumé. Nous sommes dans un pays dans lequel nos ancêtres ont eu des capacités pour s'inventer des modalités de gouvernance foncière et immobilière qui les ont rendus heureux et qui nous ont rendus aussi heureux à l'époque. Nous sommes dans un pays où, après les indépendances, il y a eu une ambition pour faire en sorte que le foncier soit dédié de façon préférentielle aux activités rentables pour la société, économique, mais pas seulement. Nous avons perdu toute cette ambition. On s'est engouffré dans le marché, on a laissé la voracité aller, et on est dans une situation où aujourd'hui on croit que le problème est technique. Regardez, il y a un grand spécialiste du foncier que beaucoup connaissent, qui s'appelle Edgar Pisani, qui a été ministre de l'administration de l'agriculture, il a été commissaire européen. Quand j'ai rencontré Edgar Pisani, il m'a dit, jeune homme, arrête de croire que la question foncière est une question technique. Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question juridique, ce n'est pas une question économique, c'est une question politique. Et je crois en ce qu'il a dit aujourd'hui plus que jamais. Pourquoi? Parce que je sais que dans tous ces lieux de pouvoir, on sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en cours? Ce qui est en cause dans cet environnement de corruption endémique, de voracité foncière, de rapacité immobilière, ce qui est en cause, c'est les quelques personnes, et elles sont plus nombreuses que ce qu'elles croient, qui sont des gens qui sont des gens à l'administration territoriale, qui sont des gens au ministère de l'Habitat, qui sont des gens partout dans nos institutions, qui sont des intellectuels, qui sont des étudiants, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des entreprises, qui veulent bien faire, qui veulent construire un pays. Ce sont ces personnes qui sont les espoirs. Il faut qu'elles se rendent compte de deux choses. Que premièrement, le défi, c'est de ne pas se rendre. Il ne faut pas abdiquer. Il n'est pas vrai qu'on peut avoir un pays où tout le monde est corrompu. Ce n'est pas possible. On va corrompre tout le monde. Il y en aura toujours qui vont rester qui ne sont pas corrompus. C'est ma conviction et c'est ce que Norbert nous dit. Il faut qu'elle se rende compte de cela. Le défi, c'est de ne pas se rendre. Ce n'est pas parce que vous êtes minoritaire que vous avez tort. C'est nous qui avons raison. Ce n'est pas la capacité foncière qui a raison. C'est nous qui avons raison. Et le deuxième défi, c'est ce que Norbert disait, c'est le silence des gens. Toutes ces personnes bien doivent dénoncer, doivent faire de l'activité citoyenne, mais en définitive, il faut qu'on reprenne notre pays. C'est ma conviction. J'ai dépassé l'agenda où j'étais en 2016, aller voir le Premier ministre, 2015, aller voir le Premier ministre, pour monsieur le Premier ministre, comme c'est la transition, en 2014, voici les priorités de la transition en matière foncière et immobilière. Et il m'a reçu pendant 1 heure. J'ai épilogué longuement, j'ai pensé que c'est parce qu'il ne comprenait pas. C'est en 2014. Pourquoi? Parce que 2 semaines après, j'ai vu dans un journal qu'il avait 1 million d'avocat qui avait un problème. Après, quand il est parti, j'ai vu qu'il avait acheté, il s'était apporté des dizaines de milliers de mètres carrés. Donc, 7000 mètres carrés à la avait pris. Même moi, je serais prêt à acheter. Dans ces conditions, même si je n'ai pas, je peux prendre tellement favorable. Donc, je me suis dit, mais Edgar, vous en avez raison. Ce n'est pas une question technique. Ils savent. Il s'agit de ne pas se rendre. Reprenons notre pays.